La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui m'a irrémédiablement attirée dès son titre et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il s'agit de Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Connis qui a été publié chez Milan en août 2020. Dans ce roman, on rencontre Clara qui entre en dernière année dans son lycée privé, la Lupton Academy. Clara est passionnée de lecture et elle considère que chacun des livres qu'elle a lus ont participé à la construire. Son auteur préféré est Lucas Gerhardt, qui sera le seul auteur inventé dans ce roman, qui vient justement de publier un nouveau roman qui s'intitule « Ne me marchez pas dessus ». Dire que Clara attendait cette sortie avec impatience serait un sacré euphémisme, car son parcours de lycéenne tel qu'elle le conçoit a débuté avec le précédent roman de l'auteur. C'est ce roman-là qui lui a donné envie de s'impliquer comme bénévole au sein de la bibliothèque de son lycée, où elle a rencontré le bibliothécaire Monsieur Kewell. Et c'est ce dernier qui lui a ensuite fait découvrir Vous parlez de ça, roman de Laurie Halse Anderson, qui l'a accompagnée, qui l'a aidée à un moment où elle se sentait très mal à l'aise dans ce lycée privé, alors qu'elle-même vient d'une famille très modeste, et où elle se sentait harcelée. Et ensuite, cette lecture l'a amenée vers la lecture du Monde de Charlie de Stephen Chbosky, puis celle de L'Attrape-cœur de J.D. Salinger. Pour vous donner quelques éléments sur ces trois romans parce qu'ils ont vraiment de l'importance dans le récit, donc Vous parlez de ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a vécu un événement traumatique dont elle est incapable de parler, ce qui va l'amener à s'éloigner en fait de tout son entourage. Et c'est finalement par le biais de l'art qu'elle va réussir à exprimer ce mal-être, ce traumatisme et pouvoir retrouver sa vie. Le Monde de Charlie, c'est l'histoire d'un adolescent qui est considéré par ses camarades comme bizarre, comme trop sensible, et qui va se lier d'amitié avec un garçon et une fille plus âgés que lui, qui vont l'amener à découvrir un monde adolescent qui était assez éloigné du sien. C'est un roman qui va aborder des thématiques telles que l'alcool, la drogue, la sexualité et notamment l'homosexualité. L'Attrape-cœur est un roman qui porte en lui beaucoup de scandales parce qu'à sa sortie, donc en 1951, c'est un des premiers romans qui met en scène ce qu'on appelle donc un anti-héros, c'est Holden Caulfield. Et donc c'est un roman qui va aborder des thématiques telles que le décrochage scolaire, l'alcoolisme, la prostitution ou encore les troubles mentaux. Et donc c'est un roman qui va à la fois devenir un classique, qui va être étudié dans un certain nombre de lycées, mais qui en même temps va être extrêmement décrié, voire censuré par d'autres établissements scolaires en raison de ces thématiques. Clara considère ces romans comme, je la cite, les fondements de son existence, et c'est eux qui l'ont amenée à créer une association qui s'appelle BookFan, qui va rassembler en fait des dons de livres, qui va gérer ce qu'elle appelle les TPBL, les toutes petites boîtes à livres, et qui va récupérer des ouvrages de qualité pour pouvoir les diffuser dans des établissements scolaires, donc dans les bibliothèques scolaires qui n'en ont pas les moyens. Et grâce à tout cet investissement, Clara en fait est finaliste pour la bourse des fondateurs donc de son lycée, qui lui permettrait, si elle la remporte, d'accéder à l'université qu'elle le souhaite. Mais donc au tout début du roman, donc le jour de la rentrée dans cette dernière année de lycée, Clara va découvrir que le proviseur a adressé un mail à tout le corps enseignant pour leur faire part d'une liste de médias prohibés, autrement dit de livres censurés. Et parmi ces livres figurent évidemment ces trois romans qui, pour Clara, sont des essentiels, mais y figure aussi et surtout le dernier roman de Lucas Gerhardt, Ne me marchez pas dessus. Ce roman fictif est une dystopie dans laquelle on va rencontrer deux adolescents, Levi et Joss.
dans une Amérique qui est déchirée par une guerre civile. Levi et Joss sont deux soldats ennemis qui vont se retrouver alliés un peu à leur insu après avoir tué un civil innocent. Ils vont découvrir une ancienne galerie minière dans un territoire neutre et ils vont décider d'y construire la première bibliothèque non partisane depuis le début de la guerre. Clara, face à la censure de ces romans qu'elle juge essentiels, va prendre exemple sur Levi et Joss et créer dans son casier une bibliothèque clandestine, ou, pour reprendre les termes de son camarade Maverick, une bibliothèque doigt d'honneur. J'avoue, ça me plaît beaucoup. Je vous parle de ça parce que cette lecture a été pour moi une excellente surprise, notamment le début, les 50-60 premières pages que j'ai trouvées vraiment exaltantes. Je dois vous avouer que c'était un roman, donc quand je l'ai acheté en lisant le résumé, avec des mots comme entrer en résistance, bibliothèque clandestine, je m'attendais à quelque chose d'un peu dystopique. Eh bien, en fait, pas du tout. Donc c'est un roman qui se déroule aujourd'hui dans notre monde aux États-Unis, parce que, eh bien, aujourd'hui, dans notre monde, aux États-Unis, mais pas que, il y a des livres qui sont censurés dans les établissements scolaires. J'ai une pensée notamment pour Harry Potter qui a été censuré en 2019 de la très catholique école Saint-Édouard dans le Tennessee, au motif que les sortilèges présentés dans ces romans seraient de véritables sortilèges. Voilà. Toujours dans cette idée que je m'attendais à une dystopie, eh bien je m'attendais à une ambiance assez sombre, alors qu'en fait là encore pas du tout. C'est au contraire un roman qui est très très drôle. Clara a beaucoup d'ironie, elle a un regard très critique sur ce qu'elle fait. C'est aussi un roman très vivant, très dynamique. Mais en dépit de tout ça, c'est donc quand même un roman qui va aborder un sujet extrêmement important, celui de la censure, et par extension celui du pouvoir des livres. En effet, au début du roman, lorsque Clara lit Ne me marchez pas dessus, elle souligne une expression latine, panem et circenses, du pain et des jeux, que d'ailleurs les amateurs et amatrices de Hunger Games connaissent bien parce qu'elle est vraiment au cœur de ce roman. Cette expression signifie que nourrir et divertir le peuple suffit à l'éloigner de toute considération politique et intellectuelle et donc de toute révolution. Clara va évidemment voir un parallèle avec la situation actuelle dans son lycée et la voilà soudain à dépoussiérer le métier de bibliothécaire de tous ses clichés pour en faire un symbole de la révolution. Évidemment, la bibliothécaire en moi a trouvé ça vraiment très très cool. Mais en réalité, tout n'est pas si simple pour Clara qui commence à se poser des questions sur ses motivations. Se bat-elle vraiment pour quelque chose ou se bat-elle contre quelque chose? Et d'ailleurs, est-ce que cela vaut la peine qu'elle sacrifie peut-être sa bourse et donc ses études, son avenir? Est-ce qu'elle n'aura pas davantage de moyens intellectuels de lutter pour ses valeurs quand elle sera diplômée? Ou est-ce qu'au contraire, en ayant renoncé maintenant, elle continuera toute sa vie à renoncer, à se battre pour ce en quoi elle croit? Ces doutes deviennent encore plus tangibles lorsque l'un des livres qu'elle a prêté à un camarade, l'attrape-cœur, devient ce qu'elle pense être le déclencheur d'un geste désespéré de ce camarade. Et elle se rend compte alors que ces livres qu'elle a lus, qui l'ont construite, ne sont pas nécessairement lus de la même manière par toutes et par tous. Là où elle a pu voir de l'espoir dans un roman, d'autres peuvent y ressentir de la tristesse, voire de la détresse. Et si alors le proviseur avait raison de ne pas permettre aux lycéens, aux lycéennes d'accéder à ces romans, si les livres avaient un tel pouvoir que ce pouvoir était en fait incontrôlable. D'ailleurs, n'est-ce pas l'attrape-cœur qui a été retrouvé dans les affaires de Mark David Chapman qui a assassiné John Lennon en 1980. Clara finira par trouver ses propres réponses, mais cette question donc, de la censure, notamment pour les publics adolescents, est pour moi au cœur de mes problématiques, de mes questionnements professionnels. Quand je vais dans une bibliothèque publique et que je vois dans le rayon donc pour ados
des romans sur lesquels il est notifié interdit aux moins de 15 ans, cela me questionne vraiment beaucoup. Bien sûr, en tant que bibliothécaire, nous faisons partie de ce que l'on nomme les adultes prescripteurs. Mais est-ce que ça signifie pour autant que nous devons censurer ou que nous devons alerter ? Devons-nous décider qu'un adolescent ou une adolescente de 14 ans n'est pas en mesure de lire tel ou tel ouvrage, ou devons-nous au contraire l'alerter, lui dire que ce texte contient de la violence, contient des scènes sexuelles, contient un langage explicite qui peuvent le ou la mettre mal à l'aise, et lui laisser le choix de lire ou non ce roman en toute connaissance de cause. À titre personnel, je refuse d'être une censeuse. Pour moi, ce n'est pas mon métier. Peut-être parce que à 12 ou 13 ans, j'aurais détesté qu'on me dise quoi lire et surtout quoi ne pas lire. Oui, j'ai été, dans mon adolescence, perturbée, choquée, traumatisée par certains livres, des romans d'horreur adultes, des polars bien glauques, mais je les ai lus par choix, je savais à quoi m'attendre en les lisant. C'est ce que j'appelle le droit au traumatisme consenti. Le mot-clé étant évidemment consenti. Et en toute honnêteté, y a-t-il quelque chose de plus attirant que l'interdit, a fortiori pour les adolescents et adolescentes ? Quand Clara crée sa bibliothèque clandestine, elle s'attend à toucher finalement peu d'élèves, mais ce petit feu qu'elle a créé dans son casier devient un immense brasier. Ensuite, j'avais envie de continuer à vous parler de la notion de censure et vous parler d'un essai qui a fait couler beaucoup d'encre récemment. C'est l'essai de Pauline Armange, donc qui est une autrice et une militante féministe, qui s'intitule « Moi les hommes, je les déteste » et qui a été publié initialement au Monstrographe le 19 août 2020. À sa sortie, un chargé de mission au ministère délégué à l'égalité femmes-hommes, Ralph Zurmeli, a voulu faire censurer cet essai en raison de son titre et de son résumé au motif d'une provocation à la haine en raison du sexe, ce qui constitue un délit pénal. Et voilà comment un essai, tiré d'abord à 450 exemplaires par une petite maison d'édition et qui avait vocation à rester essentiellement dans les sphères féministes, a été rapidement réédité à 1500 exemplaires, qui se sont vendus extrêmement rapidement, puis à faire l'objet d'une nouvelle édition par les éditions du Seuil le 30 septembre 2020 à 15 000 exemplaires. Quand je vous disais qu'il n'y a rien de tel que l'interdit pour donner envie de lire un texte. Cela porte d'ailleurs un nom, ça s'appelle l'effet Streisand. C'est un phénomène médiatique qui fait que des éléments, un texte, des informations que l'on veut cacher, en fait se retrouvent au final sur le devant de la scène justement parce qu'on a voulu les cacher. Alors, je dois avouer que j'ai cédé moi aussi aux sirènes de l'effet Streisand et que j'ai acheté cet essai parce que j'avais envie donc de connaître, de découvrir la pensée de Pauline Armange et ce qui se cachait derrière ce titre qui est certes un poil provocateur. Et d'ailleurs, ce titre n'est pas mensonger puisqu'il va bien être question dans cet essai de misandrie et de misandrie assumée. D'ailleurs, je vais vous en lire un extrait donc du chapitre introductif et que je trouve particulièrement d'ailleurs ironique au vu de la façon dont a été reçu cet essai. L'accusation de misandrie est un mécanisme de silenciation, une façon de faire taire la colère, parfois violente mais toujours légitime, des opprimés envers leurs oppresseurs. S'offusquer de la misandrie, en faire une forme de sexisme comme une autre, est tout aussi condamnable, comme si le sexisme était condamné. C'est balayer sous le tapis avec malveillance les mécanismes qui font de l'oppression sexiste un phénomène systémique, appuyé par l'histoire, la culture et les autorités. C'est prétendre qu'une femme qui déteste les hommes est aussi dangereuse qu'un homme qui déteste les femmes. Et prétendre qu'elle n'a aucune raison de ressentir ce qu'elle ressent, que ce soit de l'hostilité, de la méfiance ou du mépris. C'est vrai ça. Quand un homme a-t-il jamais fait de mal à une femme dans toute l'histoire de l'humanité ? Ce qu'explique Pauline Armange, c'est que pour elle, il est absurde
de considérer misandrie et misogynie comme les deux faces d'une même médaille, celle du sexisme, puisque en fait la misandrie n'existe qu'en réaction à la misogynie. Et là où la misogynie aboutit à des violences, à des viols, à des meurtres, eh bien la misandrie, elle, à part quelques cas très spécifiques, n'aboutit en fait à aucune action violente. En réalité, la misandrie que défend Paulina Armange n'est pas tant la haine des hommes que le refus de leur accorder une place essentielle dans nos vies et dans notre société. Et par extension, je la cite, c'est aussi le choix de faire de la sororité sa boussole. Il ne s'agit pas donc de clouer les hommes au pilori et de les transpercer de flèches chauffées à blanc, n'en déplaise à Ralph Zurmeli, qui aurait peut-être dû lire cet essai avant de hurler à la censure. Enfin, c'est juste une suggestion. Et puisque je vous parlais d'effets Streisand, je vais conclure avec 2 appels à la censure prononcés cette fois contre des albums. Le premier de ces albums est Tous à poil de Claire Franek et Marc Dugnot aux éditions du Rouergue, qui n'a jamais été aussi célèbre que lorsqu'il a été fustigé par Jean-François Copé en 2014, soit 3 ans après sa sortie, au prétexte fallacieux qu'il figurerait sur une liste de recommandations pour les enseignants de classe primaire. Cet ouvrage donc montre des corps dénudés, des corps réalistes, avec à chaque fois un texte associé donc à la personne qui est dessinée, donc à poil la maîtresse, à poil le chien, à poil les voisins, etc. Bref, encore, toujours ce tabou absolu du corps humain. Le second album, Tango à 2 papas, de Béatrice Boutignon, est tiré d'une histoire vraie en fait, qui est celle de 2 manchots mâles qui, donc au zoo de New York, ont couvé ensemble un œuf qui avait été abandonné par la femelle. En 2014, le maire de la commune de la Madeleine, dans le Nord, a mis à pied 3 jours une bibliothécaire qui était responsable du pôle enfance pour avoir mis en valeur cet album dans ses rayonnages et pour avoir absolument assumé cet acte, alors que cela lui avait été interdit par sa hiérarchie. En effet, en ces temps de manif pour tous, ce livre aurait pu choquer certains publics. Cet événement n'a été rendu public qu'en 2017, après rendu du verdict par le tribunal administratif de Lille, qui a jugé que non seulement la sanction n'était pas justifiée, mais qu'au contraire, c'est cet ordre qu'elle avait reçu donc de cette municipalité qui pouvait être considéré comme illégal dans la mesure où ce livre, tout comme le mariage entre 2 personnes du même sexe, étaient eux légaux. Cette bibliothécaire est alors devenue une héroïne du métier et nombre de bibliothécaires se sont empressés de sortir ce livre de leur fonds pour le mettre, eux aussi, elles aussi, en présentation accessible au plus grand nombre. Moi la première. Voilà pour cette 23e vidéo. N'hésitez pas à venir en commentaire, discuter, échanger, débattre au sujet des romans dont je vous ai parlé aujourd'hui ou de la notion de censure. Dans tous les cas, vous aurez compris que je vous recommande grandement la lecture de Lire est dangereux pour les préjugés, qui aborde aussi d'ailleurs plein de thématiques que je n'ai pas abordées là, et qui a le mérite d'être un roman ado young adulte sans romance. C'est assez rare pour être notifié. En tout cas, je pense que c'est un roman qui pourra stimuler grandement tous et toutes les passionnés de lecture. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce levé pour me montrer que vous êtes bien là. J'espère qu'elle vous aura intéressé dans tous les cas, qu'elle aura peut-être éveillé quelques réflexions en vous. Merci encore et à très bientôt. Voilà pour cette 23e vidéo. N'évitez pas. Ne m'évitez pas, s'il vous plaît.